Yo, salut à tous, comment ça va? On se retrouve encore une fois pour le fameux format d'Inumitsu, le format où je réponds à toutes vos questions. On est déjà au 19e épisode, c'est un truc de fou, 19 épisodes déjà. Bah écoutez, j'adore toujours autant ce format où je peux prendre le temps, voilà, de répondre un petit peu à toutes les questions que vous vous posez. Et comme d'habitude, j'ai pris des questions sur YouTube, des questions sur Instagram. Et comme vous le savez, si vous êtes habitué de ce format, à chaque fois j'essaie de vous emmener dans un endroit un petit peu différent. Et il y a un quartier qui est peut-être un de mes quartiers préférés de Tokyo, dans lequel je vous ai encore jamais amené sur cette chaîne. C'est tout simplement le quartier du style, le quartier de la fripe, le quartier hipster comme les gens aiment l'appeler, Shimokitazawa. Donc écoutez, mon train vient d'arriver, je vais faire votre petit café des familles, nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. NordVPN, c'est simple, c'est le meilleur outil pour vous accompagner sur internet. Moi ça fait déjà bientôt 5 ans maintenant que je l'utilise, donc ça commence à faire un bail et il est toujours allumé, que ce soit sur mon téléphone, mon ordinateur, ma tablette et même mon Apple TV maintenant. Et la première raison à ça, c'est que NordVPN, ça me donne vraiment une fenêtre sur le monde sans bouger de chez moi. J'ai accès à n'importe quel site internet du monde entier, même les géobloqués, ce qui est plutôt intéressant quand tu dois faire des recherches. Ou alors pour payer tes impôts par exemple, parce que ouais, j'ai vraiment eu la très bonne surprise de voir que l'URSSAF, le site de l'URSSAF n'était pas disponible maintenant ici au Japon. Pour payer mes impôts, j'ai littéralement dû passer par NordVPN. Après, si vous voulez pas que je les paye, y a pas de souci, il suffit juste de me prévenir. Voilà, moi ça me va. Et j'ai aussi accès aux différents contenus des plateformes dans le monde entier, ce qui me permet de voir des films par exemple qui sont accessibles uniquement aux États-Unis, ou même certains films français qui sont pas accessibles au Japon. On n'en parle pas souvent dans ce sens-là, mais croyez-moi, quand ça fait 13 ans que t'habites ici, des fois t'as envie de te faire ta petite soirée avec ton petit film franchouillard, bien sûr, mais bien sûr. Sauf que forcément, vous l'imaginez, ici au Japon, les films français, bon voilà, le catalogue, il est pas très touffu, donc dans ces cas-là, allô, NordVPN ? Tu sens pas cette odeur de bouse, je revis. Problème réglé. Et bien sûr, on le dira jamais assez, mais NordVPN, c'est aussi un rempart contre les malwares, les publicités en ligne, les trackers, et c'est aussi une sécurité en plus quand vous vous connectez à des Wi-Fi qui sont pas très sécurisés. Et si on a parmi vous qui, comme moi, bosse de temps en temps dans des cafés, vous voyez exactement de quoi je parle. Le tout dans une interface qui est ultra intuitive et surtout qui est jolie. C'est con, mais c'est ultra important parce qu'une belle application, ça donne d'autant plus envie de l'utiliser. Enfin voilà, NordVPN, c'est vraiment mon compagnon de tous les jours, et si jamais ça vous intéresse, je vous laisse un petit lien en description qui vous donne accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans, plus 4 mois gratuits qui sont accessibles uniquement via mon petit lien. Et dans tous les cas, c'est satisfait remboursé pendant 30 jours. Comme ça vous laisse le temps de tester un petit peu tout ça. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour soutenir notre petite chaîne depuis ses tout débuts. Et nous, on retourne à la vidéo. Bordel, il fait chaud! Et nous voilà donc bien arrivés à Shimokitazawa. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment un de mes quartiers préférés. Là, on est juste devant la gare et c'est un quartier en fait dans lequel vous allez retrouver énormément de friperies, de petits cafés, de petits bars à chicha aussi. C'est vraiment un quartier qui est extrêmement chill. C'est un quartier dans lequel, je vous avoue, j'aimerais même bien habiter un jour. Je vais prendre une petite maison voilà, dans la circonférence. Enfin, voilà, c'est un quartier qui est peut-être pas aussi connu que les classiques Shibuya, Shinjuku, Ueno, etc. Mais c'est un quartier qui mérite vraiment le coup. D'ailleurs, je suis venu le visiter récemment avec la team de Zach Nani, voilà, qui sont venus ici au Japon. Et ils ont tous kiffé, voilà, donc vraiment n'hésitez pas si jamais vous venez voyager à Tokyo de vous prendre une petite après-midi pour visiter le quartier. Et ceci étant dit, écoutez, là il est encore 8h30 du matin, donc moi je vais me prendre un petit café, on va se poser et je commence à répondre à toutes vos questions. Je suis Tristesse, le petit café qui est derrière moi, c'est un café qui s'appelle le Salotahiko, c'est un de mes cafés préférés. Et il ouvre à 10h, sauf qu'il est encore 8h40. Donc écoutez, je vais devoir me trouver un autre café. Dommage. Bon bah écoutez, au final, comme toujours, quand les cafés sont fermés, on a les distributeurs. Un petit café de Tolise, c'est toujours mieux que rien.
ça fait toujours plaisir. Et donc ceci étant dit, écoutez, c'est sous cette chaleur, et je pense d'ailleurs que ça se voit, que je vais commencer à répondre à vos questions YouTube. Alors la toute première question de ce Dis-nous Mitsu, c'est une question qui nous vient de Raphaël Bige, qui nous dit: Hello Mitsu, j'espère que tout va bien. Quel serait le boulot qui enseignerait le mieux le japonais à quelqu'un qui vient de déménager au Japon? Des bisous. Alors déjà merci beaucoup et très très bonne question. Les boulots qui enseignent le mieux le japonais. Alors c'est vrai que c'est une question que je pense beaucoup de gens se posent parce que beaucoup de gens se disent voilà, quand j'allais au Japon, quel métier je vais bien pouvoir faire? Et je vous avoue, j'étais le premier à me poser la question quand j'emménageais ici. Et au final, moi je pense que la question elle est vite répondue. Qui dit apprentissage des langues dit communication. C'est les métiers où tu vas le plus avoir de la communication qui vont te faire progresser le plus rapidement. Et donc dans ces cas-là, ça va être tous les métiers de service. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai commencé en travaillant dans un restaurant français. Alors bien sûr, le fait que je parle un petit peu français, c'était aussi une des choses pour lesquelles ils m'ont embauché, mais le fait est que quand tu travailles avec des japonais autour de toi, t'es obligé d'écouter du japonais quand ils te parlent, t'es obligé de leur répondre en japonais, et le fait de faire ça de manière courante, un petit peu tous les jours, c'est ça qui va te faire rentrer le japonais en fait vraiment profondément dans le crâne, tu vois. Moi j'ai travaillé en kombini. Alors le kombini c'est encore un niveau au-dessus, parce que le kombini je pense qu'il faut déjà avoir un petit background en japonais et savoir déjà plutôt bien communiquer pour que tu puisses faire le boulot déjà. Mais par contre si tu commences à avoir ton petit niveau de japonais et que tu vas travailler au kombini, mais là par contre vraiment je pense que moi c'est un des métiers qui m'a le plus fait gagner en compétences au niveau du japonais professionnel, on va dire. Parce qu'encore une fois, dans un combini, tu fais tellement tout. C'est-à-dire que tu t'occupes des clients, tu fais des commandes, tu fais la poste, tu fais tellement de choses que tu apprends énormément de vocabulaire, tu apprends énormément de phrases grammaticales en fait. Et le combini, vraiment pour moi, c'est le top du top des baito que tu peux faire pour gagner en japonais et gagner en expérience même de travail au Japon. Et puis après voilà, travailler dans des magasins par exemple, dans les magasins même apparel, les magasins de fringues, etc. Comme ici, il y en a énormément par exemple. Là forcément, le fait d'être en contact avec des clients japonais, ça va te forcer à parler un petit peu en japonais, à écouter ce que te demandent, et c'est ça qui va faire que tu vas le plus rapidement progresser en japonais. Enfin voilà, encore une fois, réfléchis surtout quand tu choisis ton métier à des métiers qui mettent en valeur la communication. Je pense vraiment que c'est ça qui va le plus t'aider dans ton apprentissage du japonais, et dans tous les cas, Raphaël, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Maui mais non. Maui mais non. Je l'ai. Coucou Mitsu, j'adore ce que tu fais, je suis très fan de musique japonaise et j'adore Radwimps. Est-ce que toi aussi? Si oui, quelle est ta chanson préférée d'eux? C'est dommage que pas plus de personnes en Occident s'intéressent à la pop japonaise qui ne se limite pas qu'au groupe d'idoles dont on a l'image. Je trouve que c'est tellement plus quali que la K-pop commerciale et surproduite personnellement. La petite balle perdue pour la K-pop. Alors oui, déjà j'adore la musique japonaise, mais Radwimps, effectivement, c'est certainement mon groupe préféré. Et ce qu'il faut savoir sur Radwimps, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très connus par les bandes originales des films de Makoto Shinkai, donc Your Name, Tenki no Ko, récemment Suzume. Mais il faut savoir que Radwimps, c'est un groupe qui existe de beaucoup plus longtemps. Et moi, par exemple, là, imaginez-vous, j'ai 32 ans, j'écoutais Radwimps quand j'étais au collège. Radwimps, c'est vraiment une formation qui existe depuis le début des années 2000, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un de mes groupes préférés parce qu'ils savent tout faire en fait. C'est un groupe de rock en soi, mais ils sont très forts pour faire de la pop, pour faire des ballades, pour faire des musiques ultra punk, complètement décérébrées, qui n'ont strictement aucun sens. Ils ont une créativité sans fin. Enfin, vraiment, j'utilise pas souvent ce terme, mais pour moi, c'est des génies de la musique. Particulièrement d'ailleurs le chanteur. Le chanteur, il est incroyable. Il a une capacité de composition qui est folle. Et je pense qu'à ce niveau-là, je prêche des convaincus parce que si vous avez écouté les bandes originales de Your Name, Tenki no Ko et Suzume, vous voyez à peu près de quoi est capable le bonhomme. Mais donc pour en revenir à ta question, quelle est ma chanson préférée de Radwimps? C'est très compliqué parce que j'ai écouté tous leurs albums, j'adore tout ce qu'ils font, mais je pense que si je devais vraiment en choisir une pour vous faire découvrir Radwimps, il y a une chanson que j'adore d'eux qui s'appelle Order Made. Alors c'est plus une balade en soi, même s'il y a un petit morceau très rock à la fin. Et en gros, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une des chansons aussi qui m'a le plus fait évoluer dans ma façon de voir le japonais en tant que langue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson Order Made, en gros, si vous voulez, c'est une communication entre un petit bébé, si vous voulez, qui est sur le point de naître, et un être, on ne sait pas exactement qui c'est, qui est là en fait pour lui proposer, voilà, les différentes parties du corps, etc. Et du coup, il y a une communication entre les deux, entre l'importance d'avoir une bouche et pas deux, l'importance d'avoir deux yeux et pas un seul, l'importance d'avoir deux oreilles et pas un seul. Et c'est ultra poétique. C'est très bizarre, je sais, en vous l'annonçant comme ça, mais croyez-moi, essayez d'aller écouter la chanson, essayez d'aller trouver les paroles. Je pense que vous pouvez trouver la traduction des paroles sur internet, et c'est une des chansons les plus travaillées, une des chansons les plus poétiques, les plus philosophiques que j'ai pu écouter dans ma vie. Elle est vraiment incroyable, c'est un classique de chez classique. Et sinon, de manière générale, allez écouter tous les albums de Radwimps depuis leur commencement, parce que y a rien à jeter, ils se sont jamais plantés. Il y a très peu de groupes comme ça qui ont su faire que des bangers dans leur carrière, et Radwimps, je trouve que si. Donc voilà, vraiment Radwimps, énorme coup de cœur. Et ceci étant dit, mais oui mais non, j'espère
que j'ai pu répondre à ta question. Là c'est bien, je suis dans une petite rue où il y a de l'ombre, c'est un peu plus frais déjà. Mais ouais, je vous promets la chaleur, on est en avril et cette chaleur, j'ai pas envie d'arriver à l'été. Alors prochaine question, c'est une question qui nous vient de Saebario qui nous dit Hello Mitsu, on parle souvent des visas et facilités pour les jeunes afin de s'expatrier au Japon, quid des personnes plus âgées? Quoi qu'il en soit, merci pour toutes tes vidéos, ce sont de vrais régals intéressants et bienfaisants, que la famille se porte bien. Et écoute, merci beaucoup, c'est vraiment adorable. C'est une question qui est très intéressante parce qu'effectivement, la plupart du temps, les gens qui vont vouloir s'expatrier, sont souvent des gens jeunes. Sauf qu'il y a des personnes parfois qui le sont pas tout autant, et pas pour dire que vous êtes des vieux, hein, j'ai 32 ans aujourd'hui, donc voilà, je fais partie de l'équipe. Déjà, au niveau des visas, je pense que c'est peut-être la phase la moins problématique en soi, peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes en droit, si vous avez voilà les diplômes qu'il faut, etc. pour pouvoir travailler au Japon, c'est pas spécialement un problème, vous trouverez du travail, etc. Mais avant ça, il y a une question qui est beaucoup plus intéressante et importante, je pense, à réfléchir, l'intégration. Et quand je parle d'intégration, c'est l'intégration dans le pays, mais c'est l'intégration personnelle aussi à une nouvelle culture. Et la deuxième chose, c'est abandonner une vie que tu as déjà construite. Je m'explique. Moi, quand je suis venu au Japon, je suis venu à 19 ans. Ce qui fait qu'à 19 ans, j'avais strictement rien en France en fait. J'avais pas d'appartement que j'avais déjà acheté, j'avais pas d'amis de longue date, pas de petit ami. J'étais vraiment dans limite le meilleur contexte possible pour m'expatrier parce que c'était très peu coûteux pour moi au final de m'expatrier. J'avais rien qui me rattachait à la France à ce moment-là. Donc j'ai pu partir, comme je dis souvent, avec ma guitare, ma petite valise, et c'est tout en fait. Alors que plus tu commences à vivre et plus tu commences à vivre ta vie d'adulte, plus tu commences à construire des choses. Tu te fais des amis, tu te fais un travail, peut-être t'achètes un appartement, une maison, t'achètes des meubles. Et le fait de déménager à l'étranger, le fait de t'expatrier, ça signifie aussi abandonner tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément facile en fait. Et ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que tu prends de l'âge, parce que tu construis des choses qui sont de plus en plus solides. Et la deuxième chose dont je parlais tout à l'heure, c'est donc l'intégration culturelle. Et le fait est que s'intégrer, c'est certes s'intégrer dans un contexte, qui est le contexte de ton nouveau pays, mais c'est aussi accepter toute cette culture, essayer de prendre un maximum de cette culture et vivre avec. Et le fait est que plus tu attends pour faire ça, plus ça devient compliqué parce que ta culture de base, elle devient de plus en plus forte en fait. C'est que t'as ton prisme culturel, la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu juges les choses, qui s'ancre de plus en plus en fonction du nombre de temps que tu vas passer dans ton pays. Et le fait est que plus tu vas attendre avant de partir à l'étranger, plus en fait cette culture, ta propre culture, elle se cristallise de manière forte en toi et c'est d'autant plus dur en fait d'accueillir quelque chose de nouveau. C'est un peu comme vous savez quand on vous dit étudier des langues quand t'es jeune, c'est plus simple que quand t'es plus vieux parce que voilà ton cerveau c'est une éponge. Bah, c'est un peu la même chose culturellement. Tu es une éponge à culture aussi quand tu es jeune et le fait de partir tard, c'est plus dur je pense d'accepter des préceptes, d'accepter voilà une partie culturelle qui est très éloignée de celle que t'as à la base. C'est pas pour autant impossible, c'est juste que ça va demander beaucoup plus d'efforts je pense. Mais voilà, dans tous les cas, si c'est quelque chose que vous rêvez de faire, si c'est quelque chose que vous avez très envie de faire, n'ayez pas peur de ça. Ça va être un challenge, certes, mais c'est un challenge qui est relevable malgré tout. Je connais des gens qui sont venus s'installer au Japon à 30 ans, 40 ans. Regardez Tev, Tev il est venu plutôt à cette période-là et aujourd'hui il vit plutôt bien sa vie au Japon. Dans tous les cas, si c'est ton rêve, écoute, je te souhaite du fond du cœur bonne chance et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors ensuite une prochaine question qui est une question super intéressante, une question de Daisies qui nous dit: j'ai regardé la dernière vidéo de Mastu sur son voyage à Tokyo entre amis et il dit qu'il a vu une grande différence du niveau d'anglais entre 2018 et 2024. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est depuis la réouverture pour attirer plus de touristes et booster l'économie? Est-ce que c'est plutôt un attrait des jeunes pour la culture occidentale? Bisous à votre petite famille, ça fait plaisir de revoir Fanny à IJC, force pour les 1h30 de trajet. Écoute déjà merci beaucoup, je transmettrai le petit message à Fanny. Et donc en ce qui concerne l'anglais des japonais, j'ai plutôt tendance à dire que Mastu sur ce point là il a raison. Moi personnellement je t'avoue je communique en japonais directement avec les gens, donc j'ai pas trop tendance à avoir l'occasion de discuter en anglais avec les gens ici, mais par contre j'ai énormément de gens que je croise en ce moment, que ce soit des amis qui viennent au Japon en vacances, que ce soit voilà des gens que je croise etc avec qui j'ai ce genre de discussion et la plupart me disent putain c'est impressionnant à quel point aujourd'hui je galère beaucoup moins en anglais que ce que j'imaginais ou je galère beaucoup moins en anglais que ce que j'ai galéré à une certaine époque. Quand tu vas dans des petits restaurants, quand tu vas dans des petits cafés, quand tu vas voilà, dans des quartiers un petit peu plus touristiques, même ici par exemple à Shimokitazawa, il y a 2 jours j'étais ici avec Zach et avec toute son équipe et à un moment il y a Yas qui est parti s'acheter des petites Doc Martens au magasin, tu vois. Le mec du magasin, bon japonais dans toute sa splendeur, il lui répondait, il s'exprimait tout en anglais. J'ai même pas eu besoin d'aller aider Yas pour s'acheter ses chaussures, rien du tout. Et pour répondre à ta question, pourquoi justement les japonais parlent mieux anglais qu'avant, il y a plusieurs explications à ça je pense, là pour le coup c'est très subjectif, mais déjà le fait est que le tourisme, voilà il y a vraiment, on en a déjà parlé, un tourisme qui évolue, qui explose au Japon depuis plusieurs années. C'est un quartier vivant.
Et comme je disais, depuis la réouverture des frontières, le fait est que voilà, les gens mettent un petit peu bouchée double pour rebooster un petit peu l'économie, etc. de tous les endroits un peu plus touristiques. Peut-être qu'à cause de ça, ou grâce à ça, ils mettent plus en place des personnes qui justement sont capables de parler en anglais pour pouvoir plus facilement accueillir des personnes qui ne parlent pas japonais. Et le second point, écoute, je pense que tu l'as bien souligné, c'est aussi qu'on est à une époque aujourd'hui où les jeunes japonais, les plus jeunes, c'est des jeunes qui sont peut-être plus intéressés justement par l'anglais parce qu'ils ont été un petit peu biberonnés par la culture américaine, par les films américains, etc. Et oui, je pense qu'il y a un attrait beaucoup plus fort qu'avant sur la langue anglaise. Il y a des jeunes japonais qui ont vraiment plus envie qu'avant de parler un bon anglais, et c'est ça qui se ressent peut-être un petit peu aussi justement dans la communication que les gens qui viennent ici ont en anglais avec les japonais. Donc voilà, vraiment c'est assez positif tout ça, hein. Je sais que pendant longtemps, voilà, on se foutait un petit peu de la gueule du Japon en mode ils savent pas parler anglais. D'ailleurs, encore une fois, je me répète, hein, mais je trouve ça assez rigolo que ce soit des Français qui critiquent les Japonais pour leur niveau d'anglais, alors que la France est le 2e ou le 3e pire pays d'Europe en ce qui concerne la langue anglaise. Vraiment, on est très très mal placé pour se foutre de la gueule des autres pays. Mais voilà, non, dans tous les cas, le Japon s'améliore beaucoup en anglais, et c'est un point très positif. On est content. Mais donc voilà, tout ça pour dire, Daisy, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors j'ai bougé un tout petit peu parce qu'il y a le soleil qui commence un petit peu à taper sur la caméra. Et on passe à la prochaine question. C'est une question qui nous vient donc de Lauriane Bocage, ou Lauriane Bokage, ou je ne sais pas, mais écoute, Lauriane. Bonjour Mitsu, merci beaucoup pour toutes tes merveilleuses vidéos. C'est vraiment un plaisir visuel à chaque fois. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce genre de commentaires, vraiment ça me fait super plaisir. Merci à toi. Serez-vous à Paris en juillet prochain pour la Japan Expo? Merci encore et à bientôt j'espère. Alors déjà, première chose, tutoie-moi s'il te plaît, voilà, ne me vous voyez pas. Je sais que j'ai 32 ans, bientôt 33, et que je suis vieux pour beaucoup de monde, mais s'il vous plaît, tutoyez-moi, d'accord? Et donc pour répondre à ta question, Lauriane, en ce qui concerne la Japan Expo, alors j'avais prévenu que j'allais vous prévenir, Et effectivement, j'ai pu voir l'autre jour, comme on dit, les directeurs de Japan Expo, les faiseurs, les créateurs de Japan Expo, Jeff et Thomas. Je serai présent cette année encore à Japan Expo. Autant l'année dernière, il y avait des petites dédicaces et j'avais eu voilà, une petite conférence, une petite interview, etc. Là, on est en train de mettre des choses en place. C'est possible que je sois beaucoup plus présent, que je fasse beaucoup plus d'activités. C'est possible que j'organise même certaines activités pendant Japan Expo. Donc je suis très pressé d'y être, vraiment. Je pense que cette année, ça va être assez dingue. Ça va être énormément de taf, mais que du kiff, vraiment. Et je suis impatient surtout de pouvoir vous revoir. C'était trop bien l'année dernière, vous vous rappelez, hein? C'était beaucoup d'émotions. S'il y a des gens qui ont prévu de venir à Japan Expo cette année, et écoutez, n'hésitez pas à venir me voir, que ce soit au stand dédicace, que ce soit pendant les activités, que ce soit même dans les allées. Voilà, si vous me croisez, venez me voir. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et je suis trop pressé. Je suis trop pressé. Ça va être génial. Voilà. Et puis aussi, je profite pour dire que je serai aussi présent à la Japan Event en novembre à Clermont-Ferrand. Et j'espère, ma chère Lauriane, que j'ai pu répondre à ta question. Et donc une dernière petite question avant qu'on change d'endroit, vous connaissez le format. C'est une question qui nous vient de MJ974 qui nous dit: dis-nous Mitsu, rassure-nous, vous êtes toujours copains Louis et toi, c'est juste un drama pour amuser tout le monde. Et cette histoire que c'est pas toi qui raccompagne la copine de location mais Louis, qui croire? Je suis sûr que c'est un fake et tout ça et je vous kiffe tous les deux en passant, mais rassure-nous s'il te plaît. Ah, le drama avec Louis, mais mais vous m'avez fait rire, vous m'avez fait rigoler. Non mais vraiment, j'ai été le plus sarcastique, j'ai été le plus second degré possible. Genre j'ai fait semblant de chialer à la fin, j'ai lâché des punchs toutes les 5 secondes exprès. Je ne critique pas ça, c'est même louable de sa part de vouloir faire plaisir à sa nouvelle petite copine en soi. C'est pas très grave, tu vois. Pour moi, c'était logique à 1 milliard de % que c'était de la rigolade. Et malgré tout, le nombre de gens premier degré, les mecs, bien sûr que c'est pour rigoler. Même Louis sur sa propre vidéo, c'était un troll. C'était un énorme troll qu'il a mis là pendant sa rediff. Moi j'ai découvert le troll, si vous voulez, en matant la rediff et j'étais en mode, je vais envoyer un message en mode: mais quel enculé. Mais quel enculé tu es. C'est quoi là ce truc que t'as mis à la fin de ta vidéo là? Ah mais quel bâtard, j'y crois pas. Ah là là, ça va escalader ça mon pote, ça va escalader. Et du coup c'est dans la même vibe que je me suis dit, ah tu sais quoi, pour rigoler moi aussi, je vais faire carrément une vidéo où je réacte à sa réaction, où il me troll, etc. Pour le troll un bon coup. Et il faut pas aller voir plus loin, tu vois, c'est vraiment juste de la rigolade entre lui et moi. Le but c'était juste de faire une boutade. Alors il y a des gens qui ont pas apprécié l'humour derrière tout ça. C'est pas grave, chacun son humour, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. J'ai vu des gens quand même qui se sont pris une bonne barre et ça me fait plaisir parce que c'était le but. Vous imaginez pas à quel point en faisant le montage de la vidéo, mais j'étais mort de rire tout le long quoi. C'est les petites punchlines que je lui mets à chaque fois dans le pif là, mais c'était
Si je suis capable aujourd'hui de faire des bonnes vidéos, si je suis capable aujourd'hui de faire des titres putaclic, c'est parce que toi tu m'as appris à les faire. Comme je l'ai dit aussi en commentaire, j'ai répondu à certains, on fait souvent des vidéos plutôt sérieuse, même si on essaie de faire des choses divertissantes pour plaire un peu à tout le monde. De temps en temps, avoir une vidéo un petit peu rigolote comme ça, qui sort des trucs, nous aussi ça nous fait du bien, tu vois, de lâcher le truc, de dire vas-y, je fais une vidéo qui est juste drôle, qui n'a strictement aucun sens, pour faire rigoler la commu. Elle sert qu'à ça cette vidéo, hein, il faut pas aller voir plus loin. Mais dans tous les cas, pour répondre à ta question et pour te rassurer avant tout va très bien entre Louis et moi, on s'est capté là il y a 2 jours, ça va très bien, ne vous en faites pas, on est toujours les meilleurs amis du monde, on refera des trucs ensemble, voilà, vraiment, ne vous inquiétez surtout pas. Mais bordel, faut pas être premier degré comme ça les gens. Ah, je te jure quoi. Vous m'avez fait rire, c'est trop drôle. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ceci étant dit, il est temps de changer d'endroit, donc on bouge un petit peu, on se trouve un endroit chill et je continue de répondre à toutes vos questions. Bon, on aura fini par l'avoir ce café. Et oui, j'ai attendu jusqu'à 10h que ça ouvre juste pour pouvoir prendre ce café. Parce qu'encore une fois, c'est mon café préféré. C'est un endroit qui s'appelle le Salotahiko. Et ils font aussi des super sandwichs. Bon, là, j'en ai pas pris parce que c'est le matin et que voilà, je mange pas trop le matin. Ils font vraiment des panini ici. Ça défonce. Donc si vous avez l'occasion, Salotahiko, c'est validé. Et donc ceci étant dit, je suis bien installé, j'ai un bon café. Il est maintenant temps de continuer à répondre à vos questions. Alors la prochaine question, c'est une question qui nous vient de Miles611 qui nous dit « Hello Mitsu, question existentielle. Okay. J'ai fait un PVT au Japon il y a 7 ans. C'était une des expériences les plus géniales de ma vie, même si à cause de mon travail en cuisine, j'ai eu très peu de temps pour améliorer mon japonais. Récemment, je me suis remis sérieusement dessus et je considère retourner vivre au Japon dans quelques années. Mais j'ai peur que mon expérience soit trop différente de la première fois. Est-ce que je m'attache à une nostalgie qui va finir par me décevoir? Écoute Miles, je pense que tu poses une question qui est ultra intéressante et forcément la seule réponse que je vais pouvoir te donner, c'est une réponse qui va être subjective parce que chacun est différent, chacun vit les choses différemment. Garde en tête que ça reste subjectif. Mais le fait est que le Japon, c'est un pays qui, comme beaucoup d'autres pays, évolue à une vitesse vraiment exponentielle. C'est-à-dire que le Japon de 2011 et le Japon d'aujourd'hui, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Je veux dire, il y a énormément de choses qui ont bougé, que ce soit au niveau de l'architecture, au niveau des quartiers les plus connus, même au niveau culturel. Et forcément, je comprends ta crainte. Tu te dis, voilà, le Japon que j'ai connu à cette période, donc en 2017 à peu près, si tu me dis que c'était il y a 7 ans, est-ce qu'il n'a pas trop changé par rapport à ce que j'en ai connu? Et est-ce que je risque pas d'être déçu en redécouvrant ce nouveau Japon quand je vais revenir plus tard? Ouais, c'est pas faux. Mais là où j'aimerais te rassurer, c'est que je pense que si tu me dis qu'en 2017, le Japon t'a suffisamment plu pour que vraiment tu te sentes bien ici et que tu le vives de manière aussi cool que ce que tu me décris, je pense que ce qui a changé au Japon, ça va pas changer cette image que tu as déjà eue de lui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui apprécient le Japon pour ce qu'il est, des gens qui se sentent bien au Japon. Il y a d'autres personnes, pour tout un tas de raisons, pour qui le Japon ne va pas forcément plaire, et des gens qui vont pas se sentir bien ici. Mais les raisons pour lesquelles tu t'es plu au Japon, celles-là, elles sont encore là, je pense. Et c'est pas les choses qui ont changé au final. Que les bâtiments changent, que culturellement les choses changent, c'est pas ça qui va, au fond de toi, changer l'expérience que tu as du Japon. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment que tu te rassures. Moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit, ça fait maintenant 13 ans que j'habite au Japon. J'ai vu le Japon évoluer pendant ces 13 années de manière assez fulgurante. C'est-à-dire que je vais dans certains endroits, je les reconnais plus, tu vois. Mais par contre, ce que je ressens en allant dans ces 10 lieux, c'est le même. Et donc, je pense que toi, quand tu reviendras, que ce soit dans 1 an, 2 ans, dans 10 ans, oui, le Japon aura beaucoup bougé et tu verras certainement toutes les différences par rapport à la dernière fois où tu es venu. Mais est-ce que tu te sentiras mal? Est-ce que cette expérience-là personnelle que tu as vécue, elle aura changé? Peut-être un peu, mais pas suffisamment, je pense, au point que tout à coup tu te mettes à détester le Japon et que tu n'apprécies plus ta vie ici. Alors, encore une fois, c'est très subjectif ce que je te dis. D'une personne à l'autre, peut-être qu'il y a la chose que tu aimais au Japon qui a peut-être disparu, tu vois. C'est bon, voilà. Avec une chemise, ça passe. Mais en vrai, je pense pas. En vrai, je pense vraiment que ton expérience ici, si elle a été bonne en 2017, elle sera certainement bonne quand tu reviendras. Et il faut pas trop que tu t'inquiètes à ce niveau-là. Enfin voilà, ceci étant dit, j'espère, Miles, que j'ai pu répondre à ta question.
Ensuite, prochaine question très intéressante, c'est une question qui nous vient de Skywaker qui nous dit « Comment vas-tu Mitsu ?» Déjà, je vais extrêmement bien, merci beaucoup. Petite question que tout le monde se pose, quel aéroport, quel passe-train prendre au Japon, quelle carte SIM et où changer les euros en yens? Merci si tu réponds aux questions. Alors effectivement, c'est le genre de toute petite question que tout le monde se pose et du coup très rapidement, je vais répondre à vos questions. Quel aéroport? Il faut savoir que quand vous venez à Tokyo, et là je parle vraiment de Tokyo, je vais pas faire tous les aéroports du Japon, hein. Il y a deux aéroports principaux, c'est l'aéroport de Haneda, l'aéroport de Narita. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéroport de Narita, il n'est pas à Tokyo, il est beaucoup plus loin, il est du côté de Chiba, ce qui fait que en train, vous avez à peu près 1h30 pour arriver à Tokyo. Et en ce qui concerne Haneda, Haneda lui, il est directement dans Tokyo en fait, si vous voulez, ce qui fait que vous pouvez rentrer beaucoup plus rapidement dans le centre-ville, hein, c'est vraiment à côté. De manière générale, j'ai tendance à conseiller aux gens plutôt Haneda, c'est beaucoup plus pratique, autant quand vous arrivez que quand vous repartez, parce que typiquement Haneda, tu peux prendre le taxi pour y aller ou pour en repartir, tu vois. Alors que Narita, le taxi, ça va vite piquer. En plus, l'aéroport, il est super beau. Et j'ai des amis d'ailleurs chef ramen que j'avais déjà présenté en vidéo, qui ont un restaurant à l'aéroport de Haneda. Donc voilà, si jamais vous passez par l'aéroport de Haneda, n'hésitez pas à passer par le Setagaya Ramen, petite pub pour des potes. Ensuite, quel passe-train prendre au Japon? Alors je suppose que tu parles certainement du JR Pass. Comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je parlais un petit peu du surtourisme au Japon, son prix a triplé là dernièrement, ce qui fait qu'il est plus aussi accessible et plus aussi facile à rentabiliser qu'avant. Ça va dépendre de votre voyage à vous, mais pour moi, la meilleure solution aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps de vous prendre une carte Suica, parce que la carte Suica déjà, ça va vous permettre de voyager un petit peu partout. Et ensuite, si vous avez un voyage à faire, prenez juste le Shinkansen normal en fait. Faites juste un petit calcul par rapport à votre trajet, par rapport aux différentes villes que vous avez envie de visiter, et voyez combien ça vous coûte sans le JR Pass, combien ça vous coûte avec. Si vous voyez que vous arrivez à le rentabiliser, allez-y. Si vous voyez que ça ne le rentabilise pas, prenez juste les tickets à l'unité. Et là, vous allez me dire, Mitsu, tu nous parles de la Suica alors que maintenant on ne peut plus l'acheter la Suica parce qu'il y a passé le microprocesseur, etc. Comment tu veux qu'on fasse? Et là, j'ai le petit tip. C'est tout simplement de l'installer dans votre téléphone. Alors, si vous avez un Wiko des années 2010, ça ne va pas marcher. Moi, personnellement, j'ai un iPhone et vraiment, ça se fait en 2-3 clics. Vous allez dans l'application carte, vous faites rajouter une carte de transport, vous mettez la Suica à l'intérieur, vous pouvez recharger directement avec votre carte de crédit. Et voilà, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir voyager directement, prendre le train, payer dans un combini, etc. avec votre téléphone. Et c'est la meilleure des manières de voyager au Japon. Vraiment, c'est un banger. Ne vous embêtez pas vraiment à essayer de trouver une carte Suica, tout ça. Installez-la dans votre téléphone si vous avez un téléphone compatible et vous me remercierez plus tard. C'est un cheat code pour votre voyage au Japon. D'ailleurs, même chose pour la carte SIM. Les gens ils se posent souvent la question de est-ce qu'il faut prendre une carte SIM, est-ce qu'il faut prendre un pocket Wi-Fi. Le conseil que je vous donne de la même manière, c'est si jamais vous avez un téléphone plutôt récent, installez juste une application comme Ubiji. L'application, elle va installer une carte eSIM dans votre téléphone et là, vous pouvez prendre dans n'importe quel pays où vous allez directement un forfait qui sera utilisable sur place. C'est pas très cher, c'est vraiment cool, c'est super pratique, ça vous permet de ne pas avoir à retirer votre carte SIM, la remettre, d'avoir un pocket Wi-Fi qui se décharge dans le sac et tout. Non, vous avez tout directement dans le téléphone, c'est ultra pratique. Si vous venez en voyage, Ubiji, carte eSIM, il n'y a rien de mieux. Et ensuite, en ce qui concerne de changer des euros en yens, si vous voulez avoir du cash directement, déjà, il y a une règle très simple, mais qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours que vous changiez votre devise dans le pays dans lequel vous allez. Donc si vous avez des euros et que vous voulez les changer en yens, ne les changez pas à l'aéroport en France, changez-les à l'aéroport au Japon. Forcément, le taux, il sera toujours meilleur quand vous le changez dans le pays de destination. Ceci étant dit, si jamais c'est pas du cash que vous voulez, mais que vous pouvez payer par carte, parce qu'il y a de plus en plus d'endroits maintenant où on peut payer directement par carte, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une carte d'une néobanque. Revolut, N26, Débloc, etc. Si vous avez une carte comme celle-là, en fait, mettez votre budget voyage à l'intérieur. Et ce qu'il y a de vraiment bien avec ces cartes-là, c'est que déjà, vous pouvez acheter la devise que vous voulez directement via la carte et surtout, vous n'avez aucun frais à l'étranger. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le tips ultime. Parce que déjà, en ce moment, le yen, il est tellement bas que ça va vraiment pas vous coûter cher. Et si en plus de ça, vous n'avez aucun frais sur vos achats, vous êtes totalement gagnant. Enfin, donc voilà, Skywaker, écoute, j'espère que mes petits tips te serviront et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Killins qui nous dit « Salut Mitsu, c'est plutôt à Fanny que ma question s'adresse. Je ne sais pas si une de tes vidéos a déjà abordé ce sujet, mais ça aurait été chouette d'avoir un aperçu de son parcours à elle. Comment elle est arrivée au Japon, quelle est son activité professionnelle, quel est son niveau de japonais, comment l'a-t-elle appris, etc. Merci d'avance. » Écoute Killins, merci beaucoup pour ta question et effectivement, je trouve aussi que ce serait bien peut-être d'avoir une petite vidéo sur Fanny, sur son parcours, parce qu'elle a un parcours vraiment super intéressant, je trouve. Je trouve vraiment qu'elle est trop forte. Dites-moi en fait dans les commentaires si ce type de vidéo, c'est une vidéo qui vous intéresse
intéresserait. Et je pense que potentiellement dans les prochains jours, prochaines semaines, on verra avec Fanny parce que là elle est très occupée avec la reprise de JC et tout ça. On essaiera peut-être de faire une petite vidéo sur elle, sur son parcours, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire je pense. Mais donc voilà, vraiment, dites-le moi en commentaire, c'est en fonction du nombre de commentaires que je verrai à quel point c'est une vidéo qui vous intéresse ou pas. Et dans tous les cas, encore une fois, merci beaucoup de vous intéresser un petit peu au parcours de Fanny. Je pense que ça pourrait être une super vidéo à faire, donc voilà, encore une fois, dites-moi ça dans les commentaires. Et donc écoutez, il nous reste une dernière question YouTube avant de changer d'endroit et de passer aux questions Instagram. Et je l'ai gardée pour la fin parce que c'est une question qui est assez intéressante et j'avais vraiment besoin d'y répondre pour le coup. C'est une question qui nous vient de Lackerly qui nous dit « Hello, sachant que le Japon n'autorise pas la double nationalité, allez-vous franchir le cap et vous naturaliser japonais? Et qu'en est-il de votre enfant? Merci. » Alors, grosse question, la question de la naturalisation. Alors, encore une fois, c'est tout simplement le fait de prendre la nationalité du pays dans lequel tu vis. C'est-à-dire que là, actuellement, moi je vis au Japon en tant que Français, j'ai mon passeport français, je suis de nationalité française et je vis au Japon grâce à un visa. Le souci, c'est qu'il existe un visa qui s'appelle le visa permanent, sauf que ce visa, malheureusement, il ne m'est pas accessible. Et le souci, c'est que sans avoir un visa permanent, il y a beaucoup de choses qui me sont fermées. C'est-à-dire que je peux pas faire de prêt, par exemple, si j'ai envie d'acheter une maison avec Fanny, je peux pas facilement créer mon entreprise non plus ici. Enfin, surtout que là, encore une fois, j'ai ma femme, j'ai ma fille. Donc voilà, ne serait-ce que pouvoir construire des choses pour leur offrir une stabilité et un bon avenir, c'est des choses que là, mon visa ne me permet pas de faire en fait. Et donc, en tant que papa, en tant que mari, c'est des choses vraiment qui me chagrinent un peu. Et à côté du visa permanent, c'est vrai qu'il existe aussi cette option de la naturalisation, qui consisterait donc à devenir japonais. Le souci étant que le Japon, comme tu l'as très bien dit dans ta question, n'acceptant pas la double nationalité, me retrouverait dans ce cas-là, en gros, à devenir japonais, mais à perdre ma nationalité française. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, le peu de fois où on m'a posé la question, j'ai toujours répondu par la négative en disant il est hors de question que je me fasse naturaliser, c'est même pas une option pour moi parce que je suis né français, je suis très content d'être français, je suis fier de ma nationalité française, même si toutes mes années au Japon, et j'en ai déjà parlé, ont fait qu'il y a une grosse part de moi qui se sent japonais aujourd'hui. J'ai grandi en tant qu'adulte au Japon, j'ai toujours vécu ici en tant qu'adulte, j'ai jamais été adulte en France, mais je garde quand même voilà, mon patrimoine français au fond de moi et c'est quelque chose qui est super important pour moi quand même. Et en même temps, ces derniers temps, je réfléchis énormément à tout ça et je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie de moi qui se sent aussi japonais. Pour les mêmes raisons. Parce que je suis arrivé ici à 19 ans, parce que je me suis construit en tant qu'adulte ici au Japon, parce que mes meilleurs amis, c'est des amis japonais, parce que je compte élever ma fille ici, je compte rester avec ma femme ici, on s'est mariés d'ailleurs ici. Ma vie, je me vois pas la faire ailleurs. Et je me dis, est-ce que au final, in fine, prendre la nationalité japonaise, c'est pas un petit peu l'option la plus logique dans cette histoire? Au final, c'est qu'une question de papier, je me dis. Bah voilà, c'est vraiment une question que je me pose alors que je me la posais pas avant. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler, pour vous montrer à quel point, au final, ce que tu penses, la manière dont tu vois les choses, il y a tous les gens des petits magasins là qui sont en train de passer avec leur chariot. Voilà, je disais, la manière dont tu vois les choses, au final, ben, elle peut évoluer avec le temps. Là, vraiment, c'est une question que je me pose sincèrement. Et j'ai pas de réponse encore, je suis pas fixé. Encore une fois, c'est qu'une question de papier, ça changera pas le fait que je suis français au fond de moi, je serai juste ce japonais de papier. Et si ça peut me permettre d'offrir un avenir plus serein à ma femme, à ma fille, bah, je me dis que c'est peut-être une solution en soi. Et voilà, dans tous les cas, si c'est quelque chose que je décide formellement et que je fais les démarches, etc., je vous tiendrai au courant, je ferai certainement une vidéo pour vous en parler. Et par contre, j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Imaginez-vous si vous étiez dans mon cas à moi. Est-ce que vous passeriez pour la naturalisation ou pas? Est-ce que ça vous gênerait le fait de devoir changer de passeport, tout ça? Ceci étant dit, écoute, Lackerly, j'espère, même si c'est un petit peu flou, que j'ai pu répondre à ta question. Ceci étant dit, il est temps pour moi de finir ce petit café qui commence à être froid et on va bouger un petit peu pour que je puisse répondre à vos questions Instagram.
Bon, je crois que je me suis mis certainement au pire endroit. Là, on est dans des petits escaliers qui sont situés juste en dessous de la ligne de train, si vous voulez. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. Ce qui est juste derrière moi, c'est un endroit qui est assez récent à Shimokitazawa. C'est une allée qui s'appelle Mikan, dans laquelle en fait on retrouve pas mal de restaurants d'Indochine, thaï, viet, cambodgien, etc. Et là, juste derrière moi, ils ont même été carrément construire des petits magasins, des petits restaurants à partir de containers qu'ils ont ramenés. Shimokitazawa, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un quartier qui évolue tout le temps, ça fait que bouger. J'aime beaucoup ce que ça devient, j'aime beaucoup la vibe qui est créée vraiment dans ce quartier-là. Donc encore une fois, si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez surtout pas. Ceci étant dit, c'est dans cette chaleur et donc plein de transpiration que je vais donc répondre aux dernières questions de la vidéo qui sont donc les questions Instagram. Alors la toute première question, c'est une question qui nous vient de Nicolas Malcor qui nous dit: quelle est la techno ou facilité au Japon dont tu ne pourrais plus te passer au quotidien? Question très simple, vraiment, et j'en ai déjà parlé, mais la Suica, clairement, c'est un banger cette carte. En fait, ça permet vraiment de ne plus avoir à se poser la question du train, de l'argent, etc. quand tu vas quelque part. C'est que tu mets ton argent dans ta Suica, elle est présente dans ton téléphone, dans ta montre. Je peux aller à n'importe quel endroit du Japon, je veux prendre le train, je veux prendre le bus, ça fonctionnera. Je n'ai pas à me poser la question de est-ce que ici c'est Navigo, est-ce que ici c'est le machin de Toulouse, le machin. Non, bip, ça fonctionne partout dans le Japon. Et ça, c'est un confort, mais un confort de dingue, c'est trop sous-estimé, je trouve. Train. Et il y a des gens qui m'ont dit oui, mais en France, on peut payer en sans contact et tout. Et c'est vrai, ici aussi, au Japon, on peut payer en sans contact maintenant dans la plupart des endroits. Il n'y a plus comme avant, il faut payer absolument en cash, etc. Ça disparaît de plus en plus. Mais le fait d'avoir une carte qui permet de tout faire, c'est quand même une facilité en plus. Tu te poses même pas la question. Tu vas devant un distributeur de boissons, pif, Suica. Tu vas au combini, pif, Suica. Tu prends le train, pif, Suica. Tu vas au pute, pif, Suica. Bon, peut-être pas. Pas abusé. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'aimerais beaucoup que ça se fasse en France. Faites un pastèque en France, si vous êtes jeune. Mais enfin voilà Nicolas, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. C'est trop rigolo, il y a les gens derrière qui jouent aux échecs. Il y a une compétition d'échecs aujourd'hui et du coup il y a tout le monde qui est en train de jouer. C'est trop mignon. Mais vous voyez, je vous disais, ce genre de truc qui rassemble les gens comme ça, il y en a de partout. Là c'est le dimanche de la Golden Week, les gens ils viennent, ils se mettent dans la rue, il y a des jeux d'échecs un peu partout, ils jouent aux échecs. C'est top, c'est top. Ah putain, j'adore cette ville. J'adore cette vidéo. Prochaine question, c'est une question qui nous vient de Mélinette qui nous dit: quel est ton rythme de publication jour? Tu as parlé du mercredi et au final, c'est jamais ça. Je sais. Et je m'en excuse. Pour les gens qui n'ont pas trop suivi. Vous savez, depuis que j'ai lancé cette chaîne en 2021, ma publication, mon jour de publication, ça a toujours été le dimanche. Ça marchait plutôt bien, je n'avais pas spécialement de soucis, donc voilà, je sortais mes vidéos autant que possible tous les dimanches. Sauf que depuis le début d'année, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus dur de sortir ces vidéos le dimanche parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent leurs vidéos le dimanche. Quand tu as, 20, 30, 40 vidéos qui sortent d'un coup, les gens ils sont obligés de faire un choix sur ce qu'ils regardent. Donc je me suis dit, bon, je vais changer de jour et je vais aller sur un jour qui est moins bouché, où c'est moins l'embouteillage. Et je me suis dit, je vais essayer de sortir mes vidéos le mercredi. Sauf que, si vous avez remarqué, elles sortent rarement le mercredi, mes vidéos. Même celle-ci, elle n'est pas sortie un mercredi au final. Et il y a des explications à ça. Là, cette année, entre, encore une fois, la petite, je suis papa, donc forcément, s'occuper d'un bébé, etc., ça joue beaucoup dans l'emploi du temps. Là, elle a repris la crèche, sauf que elle a chopé des maladies, on les a chopées aussi, ça nous a mis down complètement, donc on n'était pas en mesure non plus de travailler de manière opti. Et donc moi, ça m'a retardé sur mon emploi du temps. Et à côté de ça, là, j'ai vraiment beaucoup de boulot à côté, en dehors de YouTube, qui me prennent énormément de mon temps. Et tout ça, ça crée un espèce d'embouteillage de ouf qui fait que c'est très dur pour moi en ce moment de réussir à sortir mes vidéos en temps et en heure. Pendant un petit moment, ça m'a un petit peu saoulé, je me sentais un petit peu coupable de ça parce que voilà, j'aimerais bien quand même pouvoir tenir mes promesses et vous dire voilà, tel jour, telle heure, c'est telle vidéo, etc. Là, je me rends compte que je suis vraiment dans une phase où c'est un peu compliqué. Donc, quand je dis mercredi, dites-vous que c'est le jour normal de sortie. Mais si vous voyez que la vidéo n'est pas sortie mercredi, dites-vous simplement que c'est parce que voilà, mon emploi du temps ne m'a pas permis de la sortir. Et moi, je vous sors les vidéos dans tous les cas dès que je peux. Donc ce sera potentiellement un autre jour dans la semaine, etc. Je fais tout mon possible pour vous sortir les meilleures vidéos possibles. Parfois, j'ai juste besoin aussi d'un petit peu plus de temps pour faire le montage et pour vraiment peaufiner la vidéo pour que vous ayez la meilleure vidéo possible. J'ai pas envie de les bâcler pour vous les sortir le bon jour. Je préfère prendre le temps pour vous faire des belles vidéos. J'espère que vous serez au rendez-vous dans tous les cas, peu importe le jour de sortie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je le dis maintenant, je le dis jamais assez, abonnez-vous à la chaîne, qu'on ait enfin ces 200 000 abonnés là qu'on cherche depuis tout ce temps. Et encore une fois, moi je fais tout mon possible, je mets toute mon âme pour vous faire les meilleures vidéos possibles, donc voilà, je compte sur vous. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Blah It's Me. Une vidéo sur le Visual Kei prévu, continue comme ça, bisous. Et déjà merci beaucoup, c'est très gentil. Et une vidéo sur le Visual Kei. Alors, train.
Là, tu me touches un petit peu par les sentiments. Alors, les gens qui ne connaissent pas le visual kei, c'est un courant musical japonais qui a duré à peu près des années 80 jusqu'au début des années 2010. Ça existe encore, mais ça a beaucoup perdu en puissance aujourd'hui. Vraiment, c'est devenu énormément de niche, alors que pendant une dizaine, une vingtaine d'années, ça avait quand même explosé. C'est-à-dire que tu avais des groupes de visual kei qui passaient à la télévision, aux radios, etc. Tu as des groupes qui étaient devenus extrêmement connus. Donc voilà, ça a quand même été une culture très très forte au Japon, le visual kei. Et le fait est que moi, j'ai été fan de visual kei pendant très très longtemps. J'ai même eu la chance de rencontrer beaucoup de groupes de visual kei qui sont devenus des amis encore aujourd'hui. J'ai fait des concerts avec des groupes de visual kei, j'ai fait des événements, j'ai travaillé en événementiel pour des groupes de visual kei. Et donc forcément, à l'époque où j'ai créé cette chaîne YouTube, je m'étais dit qu'il y a bien une chose dont j'ai envie de parler sur la chaîne, c'est le visual kei. Et le fait est que, là, ça fait plus de 3 ans que je suis sur YouTube et j'ai jamais réussi à trouver un format de vidéo qui me permettait de parler de ça. Ça me saoule un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose dont j'aimerais tellement vous parler, c'est tellement quelque chose qui me passionne. Ça me passionne à tel point que j'ai été chroniqueur télé pour des émissions de télé ici où je parlais de musique japonaise, où je parlais parfois justement de visual kei, etc. Genre, je suis capable d'en parler à la télé, je suis pas capable d'en parler sur ma chaîne YouTube, c'est un délire. Mais le fait est que, si vous voulez, je suis assez conscient que ça reste quand même quelque chose de niche, même si je suis sûr et certain que ça intéresserait des gens. J'arrive pas en fait à trouver le format qui permettrait de parler de ça tout en touchant un maximum de gens. Donc oui, j'ai très envie de faire une vidéo sur le visual kei. Je réfléchis encore à la meilleure manière de pouvoir la faire pour que vous puissiez tous kiffer. Dès que je peux le faire, je vous promets que je le ferai parce que c'est encore une fois quelque chose que je veux faire depuis le début de ma chaîne. Il me tarde de pouvoir vous en parler. Ouais. Donc voilà, dans tous les cas, pour répondre à ta question, une vidéo sur le visual kei, certainement. Je peux pas te promettre encore de quand je vais la faire, mais j'y réfléchis. C'est dans mes petites méninges et dès que je peux vous la sortir, je vous la sors avec grand plaisir. Ensuite, une question de Noriam, de Marion, que l'on connaît très très bien, qui nous dit « Louis a dit dans sa vidéo que tu as une super appli pour prendre des photos. C'est laquelle ?» Je pense pas qu'il parle d'une application photo, je pense plutôt qu'il parle d'une application de vidéo, une application qui s'appelle Blackmagic Camera. Cette application-là, là vous voyez en double. Et en gros, si vous voulez, c'est une application qui vous permet gratuitement de pouvoir avoir accès vraiment à tout ce qui est setting professionnel sur une caméra. Vous allez pouvoir filmer en log aussi, ça c'est très très cool, ça permet de retoucher l'image, la colorimétrie, tout ça. Tout ce que vous pouvez faire sur une caméra professionnelle, le faire sur votre téléphone. Par exemple, le log d'iPhone, c'est un log qui est certifié ACES. Ça me permet tout simplement de pouvoir faire matcher totalement la couleur de ce que je prends avec mon téléphone avec la couleur de ce que je prends avec ma grosse caméra. Et ce qui fait que dans la plupart de mes vidéos, je mets des rushs iPhone et je suis sûr que vous les voyez même pas les rushs iPhone parce qu'il n'y a aucune différence colorimétrique entre ce que je filme avec ça et ce que je filme avec ça. Au lieu de dégainer la grosse caméra, je peux me permettre de dégainer l'iPhone et j'ai une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, l'application c'est Blackmagic Camera encore une fois. N'hésitez pas, vraiment c'est vraiment top. Et si vous faites voilà, de la vidéo de manière pro ou semi-pro, je pense vraiment que ça peut être un très très bon outil à utiliser. Moi je l'utilise vraiment tout le temps. Et donc voilà Marion, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, je bouge un tout petit peu parce que là, il y a un petit vent frais. Je vous avoue, ça fait du bien. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous arrivons à la dernière question de ce Dinomitsu épisode 19. C'est une question qui nous vient de By Lambda. Tu peux encore écouter du métal avec le bébé? Alors déjà, première chose, By Lambda, c'est un photographe qui est à Séoul actuellement, si je me trompe pas. Il fait des photos incroyable. N'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par la photographie, à aller checker son travail, c'est vraiment banger, vraiment. Ceci étant dit, je reviens à ta question du coup, est-ce que ce n'est pas dur d'écouter du métal avec le bébé? Et j'ai envie de te dire, j'ai énormément de chance parce que j'ai un petit bébé qui kiffe le rock. Et tu peux pas imaginer à quel point en tant que papa métalleux, punk, qu'est-ce que c'est un plaisir. Dès que je mets des petites musiques un petit peu, du Bring Me The Horizon ou des musiques un peu punk pop, etc. À chaque fois elle danse dans toute la maison, elle est à fond et tout, c'est trop cool. Et on kiffe, premier degré, c'est trop bien. Là elle en est pas encore à apprendre un instrument, tu vois, elle est trop petite, elle a 1 an et 4 mois. Mais par contre elle aime bien déjà, je lui ai acheté les petits instruments de musique pour enfants où t'as une batterie, un piano et un micro. Et elle adore jouer avec, taper sur la batterie, chanter dans le micro, jouer un petit peu au piano. Je pense sincèrement que la partie comme elle est partie, il y a moyen qu'elle soit intéressée par les instruments de musique quand elle va grandir. Vu comment elle aime taper sur des trucs, c'est pas impossible qu'elle se mette peut-être à la batterie un jour. Je dis ça, je dis rien. Mais dans tous les cas, non, vraiment, c'est un bébé métalleux, quoi, et je suis trop content de ça. On va voir si ça dure dans le temps, hein. Peut-être que c'est une phase et que plus tard elle aimera pas ça. Mais là, pour l'instant, non. Dès que je mets du métal un petit peu dans le salon, elle kiffe avec moi et je ne suis que bonheur. Voilà, je suis un papa heureux à ce niveau-là.
donc sur ce, écoutez, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, que j'ai pu répondre aux petites questions que vous vous posez. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser d'autres questions dans les commentaires, ça me permettra d'y répondre dans la prochaine vidéo d'Inomitsu qui sortira quand elle sortira. Et encore une fois, comme d'habitude, moi je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, qui est d'ailleurs la vidéo que j'étais censé vous sortir là, mais que je vous sors la semaine prochaine. Donc la réponse à la vidéo d'avant. Moi je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Bye.